Madame, Monsieur, bonsoir. Selon la direction des études et de la prévision financière du ministère de l'économie et des finances, le taux d'activité des femmes marocaines ne cesse de baisser. Il a atteint en 2020 d'ailleurs son plus bas niveau. Du coup, le taux de chômage féminin atteint 16% contre 10,7 ou 11% pour les hommes. Pourtant, la Banque mondiale a relevé d'importantes améliorations, notamment dans les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, mais pas assez pour rattraper d'autres parties du monde. D'après la même institution, l'écart entre les revenus attendus des hommes et des femmes dans le monde est de quelque 172 000 milliards de dollars, soit près 2 fois le PIB annuel mondial. À l'échelle mondiale toujours, le plus grand nombre de réformes a été réalisé dans les indicateurs tels que la rémunération ou encore le lieu de travail. Quid de la situation chez nous, au Maroc? Une étude de l'organisation non gouvernementale Oxfam a pour sa part constaté un marché profondément inégalitaire qui reflète les insuffisances, je cite, de la trajectoire de croissance actuelle. Et pourtant, ce n'est pas une question de qualification, car notez que 42% des lauréats, je dirais des lauréates d'écoles d'ingénieurs, sont de jeunes filles. Bien sûr, chez nous au Maroc, aux États-Unis, elles ne dépassent pas les 20%. Il est clair, et ce n'est pas propre cette fois au Maroc, que la condition de la femme est loin d'atteindre les aspirations des militantes féministes. Mais les choses, on préfère en tout cas les voir ou voir le verre à moitié plein. Les choses s'inscrivent dans une évolution constante. J'accueille aujourd'hui sur le plateau 2 représentants de l'ONG We4She. Siham Nejad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc entrepreneur, mais aussi membre de la commission éveil des consciences de l'association We4She. Bienvenue sur ce plateau. Merci de votre invitation. Également de la même association, Radia Cheikh Lhlo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation. Et Oumaima Aboulfath, bonsoir. Bonsoir. Donc vous vous occupez de projets d'incubation au sein de la Startup Factory. Merci à Exactement. vous de vous joindre à nous. Merci dans cette beaucoup discussion. pour l'invitation, Madame Ihsan. Alors, on commence, mesdames. Donc, j'ai cité quelques chiffres, n'est-ce pas? Beaucoup de chiffres relatifs à j'ai envie de dire, l'engagement de plusieurs parties en faveur de l'insertion de la femme dans le monde du travail. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc, Radia Cheikh Lhlo? Alors, je crois que je n'ai pas la donnée exacte, mais encore trop peu de femmes sont entrepreneurs au Maroc. Je crois qu'on ne dépasse pas les 10 000 entreprises portées par des femmes, ce qui est évidemment très faible. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que les femmes ne s'engagent pas dans l'entrepreneuriat? Évidemment, il n'y a pas une réponse unique. La réponse, elle est multiple, elle est plurielle et elle est surtout protéiforme. Je pense qu'il y a de l'ordre de l'éducation. Aujourd'hui, vous l'avez très très bien dit, il y a plus de femmes dans les bancs des universités et plus de femmes de diplômées, mais il y a aussi un taux de chômage très élevé chez ces mêmes diplômés qui avoisine les 40%. 40%, 38% des femmes diplômées au Maroc sont au chômage. Donc, qu'est-ce qui fait que elles ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, déjà dans le marché du travail, vous l'avez mentionné en tout début d'émission, déjà dans le marché du travail et ensuite dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs réponses possibles, la prise de risque en est une seulement. Alors, il y a un recul surtout. Qu'est-ce qui fait qu'au Maroc, les choses ne vont pas sur un trend qui soit évolutif, mais régressent? Il n'y a qu'à voir les chiffres, il y a 20 ans, c'était près de 30%. Absolument. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, effectivement, il y a le poids de la société qui porte un regard sur la femme qui travaille. Il y a la difficulté d'être une femme qui travaille aujourd'hui, surtout quand on a des enfants, par exemple, un manque d'infrastructures, de facilité à à avoir des crèches de proximité, des crèches à un coût abordable également, et avoir aussi tout ce que la femme peut avoir comme idée préconçue sur le rôle qu'elle a dans la société et ou dans l'entreprise. Alors, et il y a aussi la peur. Et il y a aussi la peur. Et d'ailleurs, c'est le titre d'une des capsules qui ont été réalisées par le réalisateur marocain Hicham El Asri. C'est dans le cadre d'une campagne, Moussawat. Peut-être qu'on regarde la capsule et puis on parle de cette campagne Moussawat portée par l'association We4She. Regardons cette capsule intitulée El Khaouf, la peur.
عرفت نونسون في الكافي. هذه لوكازيون باش تولي شيف دو سيرفيس. علاش اخويا انا؟ عندك ليكسبيريونس، لي ديبلوم، لونسيانتي. ما كاينش شي فورماسيون انت الاولى. ولكن راه عطاها الله اللي غادي بوستولي. عندهم لي ديبلوم اللي عندك، لا عندهم ليكسبيريونس اللي عندك. ما ظنيتش. ايوا واش دابا واش بغيتيني انا دابا نبوستولي واش غادي يقولوا عليا الناس؟ نسات دارها ولادها وباغا دير لنا الشاف. واو شي خدمتك هي اللي غتجاوبهم. دابا جيني من الاخر شنو كاين؟ دابا بغيتيني انا نكون شاف سيرفيس؟ واش بغيتينا نرونوا هذه الخدمه؟ بغيتينا نخرجوا عليها؟ سعيد بلا ما تصدع راسك، راه عندها الحق. وزيدون ليش باغي تزيد لي هذه الخدمه؟ وبيناتنا هي راه ما تقدش. ومنين ما غتقدش شوف فيها وقولها لها. ما تفهمينيش غلط. ولا خايف؟ الصراحه راه عندك الحق. الخوف هو اللي خارج علينا كاملين. انا راه باغا نكون شيف سيرفيس وعندي لي كومبيتونس لي ديبلوم ليكسبيريونس، ولكن خايفه مش غادي يقولوا عليا الناس، من لي كوليغ، من الخدمه، من كل شيء. وخايفه في الحقيقه حتى من راسي. شحال من وحده عندها لي كومبيتونس باش توصل ما عاد فين، ولكن الخوف هو اللي خارج عليها. Siham Jad, toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence, mais pas réellement quand sauf on pour voit les réalités. Sauf pour les autres, absolument. Donc, parlez-nous un peu davantage de cette campagne Moussawet. Alors, cette campagne Moussawet est portée par l'association We4She, qui, elle, œuvre pour la représentativité de la femme à tous les niveaux de l'entreprise. Et en particulier au niveau de décision, on va dire, des postes de décision. Et Moussawet a été réalisé par la commission Éveil des consciences dans le cadre de cette association. Et cette commission, comme son nom l'indique, a pour objectif de réveiller un peu les consciences et de travailler sur les ancrages et tous les biais et les stéréotypes qu'on a, on va dire, qu'on a dans notre société et dans l'inconscient général, on va dire, de toute la société civile. Moussawet, j'ai envie de dire, c'est une co-construction. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont dans l'association qui l'ont portée, mais on a eu la contribution de plusieurs acteurs, à la fois économiques, artistiques. Donc vous avez cité Hicham Lassri, mais aussi toute son entreprise et ses collègues, on va dire, qui ont contribué. On a eu Driss Laraqi avec nous qui a coécrit ces capsules. Deux hommes qui ont quand même réalisé, beaucoup d'hommes derrière l'artistique de cette capsule. Qui sont devant de la scène, mais il y en a pas mal qui sont behind the scenes. Et bien sûr, on a eu deux acteurs, on va dire, novices, il y a Anwar Ackerman et Nadal Harif. Mais il y a aussi, on a eu le support d'Intelsia qui nous a apporté leur plateau, on va dire leur studio, leurs locaux, toutes leurs équipes de montage et de réalisation. Donc c'est la contribution de beaucoup de gens. Mais tout ça a commencé déjà par une collecte de situations réelles que vivent les femmes. On a fait une collecte de ces situations de la part des femmes de We4She, mais aussi on a eu la contribution de Mentorel avec nous. Donc on a collecté tout ça et on a sélectionné les situations qui reviennent le plus. À savoir, celle qui revient le plus, c'est la maternité. Donc très souvent, on va considérer que la femme, à partir du moment où elle est concernée par la maternité, même en perspective, elle serait moins disponible. Donc, elle aurait... Elle travaillerait moins, peut-être. Elle serait moins engagée. Elle va donner moins de temps au niveau de l'entreprise. Elle va être moins impliquée. Elle n'a pas besoin qu'on lui donne plus de responsabilités, etc. Donc,
Ça, c'est le premier biais qu'on a adressé. Vous allez le découvrir à travers une deuxième capsule, pas celle-là. Il y a cette capsule-là qui reflète deux aspects. Le syndrome de l'imposteur, oui. dans le sens où la femme se sent illégitime, elle aura une anxiété, une peur de prendre des responsabilités. Et donc, du coup, ça crée cette confusion et cette peur de s'engager et d'aller de l'avant. Et donc, la société n'aide pas non plus, parce qu'on aura tendance à dire, si elle veut, elle peut. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Certainement. Certainement. Alors, Oumaima Aboulfath, donc on a parlé d'entrepreneuriat au féminin. Qu'en est-il de l'entrepreneuriat 2.0 dans le monde des startups? Est-ce qu'il reflète aussi cette réalité que nous discutons depuis le début de cette émission, ou puisque ce sont des jeunes et c'est la nouvelle génération, les choses ne sont pas pareilles? Globalement, les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat moins souvent que les hommes. Oui. Comme vous savez, les entreprises créées par des femmes au monde ne dépassent pas les 32%. Et au Maroc, le nombre moyen des femmes entrepreneurs est 3 fois inférieur de celui des hommes, bien sûr. Sachant que les femmes représentent 51% de la population. Pour ce qui est pour le Maroc, 12% uniquement de femmes entrepreneurs, dont 8% sont des start-up. Donc des porteurs de projets ayant des start-up technologiques innovantes. Est-ce que vous avez, parce que vous occupez justement de l'incubation de start-up, par rapport aux femmes start-upers qui, quand elles se présentent, est-ce que vous sentez quelques-uns de ces éléments qui ont été cités, quelques freins qui ont été développés par les représentants de l'association We4She? Ça fait 5 ans que j'ai intégré le monde de l'entrepreneuriat et l'écosystème entrepreneurial. J'échange quotidiennement avec les femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de freins. Le premier frein, comme a dit tout à l'heure Madame Siham, c'est l'autocensure. Les femmes se posent des barrières et n'arrivent pas à transformer leurs idées en des projets. Il y a aussi un autre frein qui est le plus répandu, c'est la pression de la société, de la famille et de l'entourage. La femme doit avoir un parcours classique, elle doit faire des études supérieures et intégrer le monde du salariat. Sinon, elle ne respecte pas les normes de la réussite. Oui, et encore, c'est pas mal comme évolution. Il y a aussi... Parce qu'il y a il y a aussi un autre frein relatif aux décideurs des grandes entreprises. Les top management n'arrivent pas à faire confiance à la femme, surtout aux jeunes femmes. Ils ne leur font pas confiance et ne leur accordent pas des bons de commande. Très bien. Alors, est-ce que, tout cela étant dit, bien sûr, nous dressons si vous voulez, un bilan de la situation qui n'est pas très positif. Quand on parle de femmes dans le top management, il y a ce plafond de verre et c'est pas quelque chose qui est propre au Maroc. C'est une réalité dans le monde entier. Complètement. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité au Maroc? Pourtant, il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont été entreprises au plus haut niveau de l'État pour la femme. Mais qu'est-ce qui fait que on garde quand même que ces idées préreçues, ces clichés, ces stéréotypes, Radia Cherlhlou, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire bouger les choses? Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est autre chose déjà. Déjà, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de reconnaître le rôle de la femme dans le développement économique de notre pays. Vous l'avez dit en début d'émission, ces inégalités ont un coût. C'est un coût qui nous revient à nous tous et toutes au quotidien. Le nouveau modèle de développement dit que résorber ces inégalités, les inégalités entre les hommes et les femmes, améliorerait le PIB de 0,2 à 1,95%. Et encore, je suis sûre que c'est modeste. Donc aujourd'hui, ces inégalités, au-delà des aspects sociétaux, ont aussi un impact économique. On est un pays qui a de grandes ambitions. On ne voit pas comment on peut atteindre ces ambitions en se privant de la moitié de notre force vive. Comme on dit chez nous communément, une main seule ne peut applaudir. On peut toujours essayer, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est, à mon avis, c'est de reconnaître l'importance de ce sujet qui est transverse,
qui n'est pas, voilà, qui peut pas être adressé d'une seule manière via une agence, même pas via un ministère. Pour moi, ça doit irriguer toutes les sphères de la société. Certains pays l'ont fait, bon, l'Europe du Nord évidemment l'a fait, mais aussi un pays comme le Rwanda aussi l'a fait et aujourd'hui se situe en numéro 4 du Global Gender Gap Report. On est 144e sur 156 pays. Et sur le volet aspect économique et opportunité, on est 148e. Au-dessus de nous, il y a l'Arabie Saoudite et en dessous de nous, il y a le Bangladesh. Ça ne reflète pas qui nous sommes aujourd'hui, j'ai le sentiment. C'est ça. C'est surtout Clairement. ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est en train... Ça ne reflète pas peut-être ce que nous, en tout cas comme femmes actives. Tout à fait, c'est ce Parce que j'allais dire. Absolument. Quand on regarde d'autres franges de la population, Exactement. ça reflète effectivement une réalité d'une large frange de la population marocaine. Il ne faut pas oublier qu'une jeune fille sur 10, seulement une jeune fille sur 10 dans le monde rural va au lycée. Seulement une jeune fille sur 3 arrive au collège. Donc aujourd'hui, vous parliez de trajectoire de vie au début, et c'est exactement ça dont il s'agit. C'est d'offrir aux garçons comme aux filles le même rythme de trajectoire de vie. Si on veut avoir des femmes dans le monde du travail, des femmes dans l'entrepreneuriat, des femmes dans les sphères de décision, il faut permettre et lever les obstacles, qu'ils soient économiques, sociétaux, d'accès à l'éducation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Peut-être, Siham, quelque chose à ajouter là-dessus et surtout, vous en tant que femme entrepreneur, comment vivez-vous cela au quotidien, tout simplement, par rapport à d'autres femmes et aussi par rapport aux hommes? Alors déjà, par rapport à l'entrepreneuriat, pour revenir au sujet, un petit commentaire. Oui. Nous sommes une société qui a une grande aversion au risque, de façon générale. Et l'échec aussi. Donc, et l'échec, voilà. Et on n'aime pas l'échec. Et donc, que ce soit homme ou femme, très peu déjà vont vers l'entrepreneuriat. Et dans l'éducation des filles chez nous, on a tendance à éduquer la fille à la peur, encore plus que le garçon. Pour revenir à la capsule. Pour revenir à la de capsule. Mais c'est la peur, parce que c'est très révélateur vraiment de ce qui caractérise notre société. Vous avez posé la question, pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est une des raisons. C'est parce que c'est ancré dans nos inconscients. La peur, la peur, la peur. On a peur de prendre des risques. La majorité des diplômés aujourd'hui, que ce soit hommes ou femmes, ils vont préférer le salariat et encore le fonctionnariat plutôt que le salariat parce que voilà, c'est stable, c'est tranquille, tout va bien. Parce que notre éducation a été faite comme ça. Et très peu franchissent le pas et vont prendre ce risque. Il y a quelques années, vous m'auriez parlé des problématiques de genre, je vous aurais dit non, mais moi j'ai réussi, d'autres femmes pourraient faire comme moi, mais c'est pas aussi simple finalement, parce que tout le monde n'a pas forcément ce courage de prendre ce risque et d'entreprendre, que ce soit homme ou femme. Et les difficultés, j'ai envie de dire, les difficultés, on en a comme partout dans le monde. Difficultés d'entrepreneur. Mais ici, c'est encore plus la société qui représente un poids. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise en 2006, et en plus, je me suis associée avec mon mari, tout le monde nous disait, vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Vous êtes ingénieur, vous laissez une carrière stable et vous vous engagez dans l'entrepreneuriat. En gros, vous allez revenir vers le droit chemin dans quelques années. Heureusement, on n'a pas écouté ça. À la limite, on aurait même pu dire à votre conjoint, il ne faut pas trop écouter les femmes parce que des fois, elles ont des idées farfelues. Parce que quand c'est l'échec, c'est à cause des femmes. Exactement. Alors ça, c'est un point d'ailleurs. Il y a ce stéréotype aussi. Et c'est mondial. Hein. C'est pas propre au Maroc. Oui. C'est parmi les biais qui reviennent beaucoup. Oui. C'est que on va donner peu de crédit à la femme quand il s'agit de succès. Oui. Mais on va la blâmer quand il s'agit d'échecs ou d'erreurs, contrairement aux hommes. Et les femmes, par exemple, pour prétendre à un poste ou aller vers l'entrepreneuriat, elles vont attendre d'avoir 100% des cases qui sont cochées. Alors qu'un homme va à 60%, il y va. C'est dans les mentalités globales, on va dire. Et mentalité, qu'en est-il du cadre juridique, les droits des femmes ? Pourquoi aujourd'hui, on a un cadre juridique, mais la condition de la femme régresse au Maroc, Radia Cheikh El Helloum?
Je crains de ne pas pouvoir répondre à cette question, en tout cas de ne pas avoir les réponses que vous pourriez attendre. Effectivement, aujourd'hui, l'égalité, elle est garantie par notre Constitution. C'est ça. Déjà, ce qui est déjà énorme. On a fait un pas absolument gigantesque en 2004, quand il y a eu la nouvelle Moudawana. Je pense mais il ne faut pas oublier aussi que quand il y a eu la nouvelle Moudawana, il y a eu beaucoup de femmes qui sont sorties contre. Et que, justement, ce changement, on avance, mais en même temps, c'est très contradictoire et c'est très paradoxal puisqu'on continue à faire des pas en arrière. Personnellement, je pense que le cadre juridique, et c'est dommage que notre collègue Leïla Slessi ne soit pas là pour répondre, il nous protège, mais son effectivité n'est pas encore assurée et ne garantit pas une efficacité optimale à ce stade, je pense. Et quelles sont les recommandations justement de We4She pour plus d'égalité professionnelle, en l'occurrence, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, mais on parle aussi de Bien femmes sûr. dans les entreprises, comme ce qu'on a vu dans la capsule. We4She, déjà, lors de sa création, est arrivé avec une charte du genre qui aujourd'hui a été signée par une quarantaine d'entreprises marocaines qui s'engagent à mettre en place des dispositifs qui favorisent aussi bien la diversité que l'évolution professionnelle des femmes. Et aujourd'hui, c'est des choix que font les entreprises, dans le cadre notamment de la responsabilité sociétale, où au recrutement, on peut se dire, faire de ce qu'on appelle communément de la discrimination positive, et décider qu'on va faire 50% de recrutement d'hommes et 50% de recrutement de femmes, et ça se fait parfaitement comme ça. D'ailleurs, l'université d'Harvard a mené une étude intéressante où, en fait, si je prends mon CV et que je remplace mon prénom Radia et que je mets, par exemple, Hakim, eh ben, j'ai 60... Voilà, Exact. si vous voulez, j'ai 60% de chances de plus d'être contactée. Et ça, c'est à l'université d'Harvard. Donc déjà, ça a été fait aux États-Unis. Ça a été fait aux États-Unis. Ce n'est pas au Maroc. Non, c'est pas au Maroc, mais les préjugés étant... Ils sont étant ce qu'ils sont, parce que c'est des idées reçues que nous avons toutes et tous. C'est la manière dont nous avons été conditionnés, Siham l'expliquait très bien tout à l'heure. Et d'ailleurs, au Maroc, on a même eu sur cette question-là un petit souci dans les manuels scolaires où on voyait le petit garçon lire un livre avec son papa pendant que la petite fille faisait la vaisselle avec sa maman. Ce sont ce genre d'images qui nous conditionnent. Et elles nous conditionnent, et c'est le même principe de fonctionnement à travers le monde. Pour revenir à ce qu'on peut faire, à ce que peut faire We4She, donc cette charte, elle engage les entreprises déjà à prendre conscience de l'importance d'avoir un capital humain dans la diversité et de mettre en place des dispositifs qui vont favoriser cette équité et cette diversité à toutes les échelles, à toutes les évolutions, à toutes les étapes d'évolution de l'entreprise. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans les instances de décision, comme les conseils d'administration, les études montrent qu'un conseil d'administration paritaire est plus performant. Et finalement, ça fait sens. C'est ensemble qu'on réussit. Au même titre que si on mettait que des femmes dans un conseil d'administration, il serait moins performant qu'un conseil d'administration dans la diversité. Et je terminerai en vous disant aussi un élément, c'est que depuis l'année dernière, depuis juillet dernier, je crois, il y a une loi, désormais, qui impose aux entreprises faisant appel public à l'épargne d'avoir un conseil d'administration avec 30% de femmes d'ici 2024 et 40% de femmes d'ici 2027. C'est très bien, c'est super. Ça concerne un bouquet d'entreprises, nos entreprises les plus performantes, mais on peut se demander, dans 10 ans, les femmes qui vont siéger dans ces conseils d'administration, où sont-elles aujourd'hui ? À quel poste sont-elles et comment on va faire pour arriver à respecter ces quotas-là ? Parce que c'est bien de mettre des objectifs chiffrés, mais il faut une stratégie qui accompagne cela. Est-ce que vous pensez justement pourquoi aujourd'hui est-ce important d'inclure les femmes, ou en tout cas plus de femmes au niveau des sphères décisionnelles, même des entreprises déjà publiques, avant de parler du privé ? Parce que c'est plus juste. Déjà, c'est plus juste, c'est plus équitable. Ça reflète la réalité de notre société. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, il y a plus de femmes dans les bancs d'université, il y a plus des femmes diplômées. Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'étudiantes en médecine à l'université de médecine de Casablanca que d'étudiants en médecine ? C'est quand même, vous l'avez dit aussi également sur les ingénieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on termine les études, quand une femme termine ses études supérieures ? Pourquoi
il y a ce décalage et qui fait qu'on la perd sur le marché du travail alors qu'elle est un relais de notre développement. Peut-être quelque chose à ajouter, Siam, et notamment sur cette question, hein, vraiment j'insiste, sur les femmes qui occupent des postes décisionnels dans notre pays, avec bien sûr un nouveau gouvernement, avec ce chiffre annoncé par le chef du gouvernement qui veut porter la participation, en tout cas le taux d'activité déjà des femmes de 20% à 30% d'ici la fin de son mandat, donc dans un peu moins de 5 ans. Alors, pour moi, et je pense que c'est ce qu'essaie de faire We4She en ce moment, il faut agir à plusieurs niveaux. Déjà, à travers une campagne de sensibilisation pour faire prendre conscience de ce qui se passe, de ces difficultés, de ces préjugés. Vous ne remarquez pas qu'on a beaucoup eu de campagnes de sensibilisation? Jamais comme ça. Est-ce qu'on s'est arrêté Alors, pour en faire le bilan, oui, et voir vraiment si elles ont eu un impact? C'est ça. Alors, je vous ai dit, ça c'est pour nous le premier pas. Très bien. On vient de démarrer, oui. C'est le premier pas de sensibilisation. Après, effectivement, on a besoin de chiffres à l'appui pour comprendre où est-ce qu'on en est par rapport à ces préjugés dans la société et particulièrement dans le monde du travail. Et en même temps, il y a la charte du genre, agir au niveau des entreprises, la discrimination positive, tout ça va aider parce que changer les consciences et changer tous ces biais, les casser, ça ne va pas se faire en deux temps, 3 mouvements. Ça prend du temps. En une seule campagne de sensibilisation. Il faut accompagner par des actions qui font qu'on ne regarde pas ces préjugés, notamment le blind recrutement. Donc les CV sans nom ou avec des noms modifiés, etc., font que la personne ne va pas se focaliser sur le genre. Et donc, elle va avoir une vue beaucoup plus objective par rapport à la personne qu'elle est en train de recruter ou promouvoir. Donc, pour revenir aux chiffres, tout à l'heure, un des chiffres qui est alarmant, c'est qu'on a seulement 4% de femmes PDG. Oui. Parmi tous les PDG. Et seulement 11% des postes de décision, de management sont occupés par des femmes. Donc c'est encore plus alarmant et ça fait presque peur. On se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Et vous menez des actions pour justement promouvoir la représentativité des femmes au sein des conseils d'administration? Absolument. Donc il y a justement cette charte qui est un des outils principaux, mais qui sera accompagné d'actions, d'accompagnement de ces entreprises qui vont signer la charte pour les aider à mettre en place ces actions dans leurs entreprises. C'est-à-dire, en gros, elles auront une certification comme la RSE, par exemple, en ce qui concerne l'égalité des genres. Pourquoi pas? On ne l'a pas aujourd'hui, mais pourquoi pas? Alors, on n'a pas de label aujourd'hui au Maroc sur l'égalité des genres, mais ça pourrait être un outil, bien sûr. Alors, pas forcément dans le cadre de We4She. Aujourd'hui, l'outil de We4She, c'est la charte. Et d'ailleurs, le patronat marocain... On parle de manière générale. D'ailleurs, on peut aussi citer l'initiative du patronat de la CGEM qui a fait Morocco for Diversity. Oui. Voilà, où les dirigeants et les dirigeantes, s'engagent. C'est aussi une volonté managériale. De donner de la visibilité. Il y a des entreprises que je ne vais pas citer aujourd'hui qui font ce choix-là et qui décident d'augmenter les quotas de femmes. Et puis, attention... Les quotas de femmes au sein du conseil d'administration. Alors, justement, merci beaucoup. De postes décisionnels. Mais ça, c'est très important. Parce que des fois, on peut avancer des chiffres. Une entreprise qui affirme, un chef d'entreprise qui affirme, nous, on a l'égalité, on est à 46%, mais après... Zéro au sein du conseil d'administration. Oui, ou même et pas de mécanismes qui vont favoriser son évolution. Son évolution, absolument. Et justement de voir comment on lève comment on essaye de casser le plafond de verre. Et aujourd'hui même, on parle de plancher collant qui vous empêche. Donc en fait, vous êtes prise en étau entre ces deux dimensions. D'ailleurs, justement, We4She, un des axes sur lesquels on travaille, c'est travailler sur la femme elle-même. Pour qu'elle travaille c'est-à-dire sur sa confiance en elle, parce que on l'a vu à travers la capsule de la peur, la femme s'auto-censure et donc elle ne va pas prétendre à ces postes de décision parce qu'elle va considérer que d'autres méritent mieux. C'est ça. Alors qu'elle a les mêmes compétences, elle a tout ce qu'il faut, comme on a vu, l'expérience, l'ancienneté, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Mais elle a besoin de travailler sur elle. C'est clair qu'au niveau management, hommes et femmes doivent travailler sur eux pour pouvoir gérer correctement
leurs entreprises, leurs équipes, etc. Mais aujourd'hui, notre focus, c'est sur la femme. Et pour la femme entrepreneur, selon vous, Oumaima, quelles sont les initiatives à mettre en place pour encourager justement l'entrepreneuriat? Déjà, il y en a. Ce serait bien qu'on les cite aussi. Il n'y a pas que WeFoshi. Il y a d'autres associations qui travaillent là-dessus. Au cours de votre expérience, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Alors, comme vous avez dit, il y a plusieurs initiatives, comme l'initiative Mentorel, qui vise c'est une association qui accompagne les femmes dans leur accomplissement professionnel. Il y a aussi le Tech Women, qui rassemble les femmes ingénieures pour des programmes de mentoring et d'échange. Il y a aussi l'association La Femme, qui a lancé un incubateur 100% féminin. Il y a aussi des compétitions de pitch dédiées aux femmes pour sélectionner le meilleur pitch de l'année, la meilleure start-up marocaine. Et nous, en tant que structure d'accompagnement, pendant nos appels à candidature, on consacre un tiers des projets accompagnés aux femmes entrepreneurs. Et cette année, et à l'occasion de la fête des droits de la femme, on a dédié notre programme aux femmes entrepreneurs. Donc, l'édition actuelle du programme d'accompagnement va être dédiée uniquement aux femmes. Et c'est un programme d'accompagnement de haut niveau d'une période de 6 mois qui donnera aux femmes entrepreneurs un accès aux formations, aux masterclass, au coaching et au mentoring personnalisé. Elle aura accès également à des subventions publiques, des levées de fonds auprès des business angels et des bons de commande auprès des décideurs de grands groupes à travers des bons de commande. Cette question de discrimination positive qui revient de plus en plus, est-ce que finalement elle montre une certaine efficacité de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Atlantique pour qu'on puisse peut-être l'importer? Et si on l'importe quand bien même, est-ce que les spécificités culturelles et sociétales permettent de bien l'incorporer un peu dans le fonctionnement d'une entreprise, Radia? Moi, je pense que oui. Je pense que la question de la discrimination positive et plus largement des quotas est un très bon outil pour, en tout cas, instaurer la culture de l'égalité et de l'équité. Il nous faut des pushs. On voit bien que le changement ne s'opère pas par lui-même. On le voit bien. Oui. Donc il faut qu'on régresse en plus. Donc il faut qu'on le pousse. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que le travail ne commence pas aux portes de l'entreprise? Il commence bien avant. Il commence à l'école primaire. Donc encore une fois, ce n'est pas une initiative ni un acteur de la société civile. Et je vous remercie d'avoir cité toutes les initiatives que vous avez citées, Oumaima. Voilà. Il m'arrive dans d'autres initiatives que j'ai la chance d'accompagner dans la société civile, de parler à des étudiants et à des étudiantes. Et juste le fait d'arriver devant des étudiantes et de dire « je suis entrepreneur », voilà ce que je fais. C'est un parcours du combattant et de la combattante. Et je suis également maman, donc je dois également gérer mon équilibre entre ma vie professionnelle qui m'accapare et ma vie personnelle qui est ô combien importante. Évidemment, le fait juste de le dire, et je vous avoue que je suis la première étonnée de l'impact que ça a. Je n'en reviens pas. Juste le fait de le partager et de dire, c'est pas simple, rien n'est simple, c'est plus simple pour nous, c'est plus difficile pour nous les femmes, c'est indéniable, mais c'est pas grave. Impossible. Et quelque part, quand Siam tout à l'heure disait travailler sur nous, c'est aussi, bien évidemment, qu'il y a tout un tas de choses qui doivent se mettre en place pour qu'on puisse exister dans cette société. Mais il y a aussi une place que nous devons prendre nous-mêmes, pour nous-mêmes, et ne pas faire de compromis là-dessus. Et c'est un peu comme du marketing positif, j'ai envie de dire, dans le sens où, par exemple, là, on voit les capsules qui mettent un peu en lumière les stéréotypes et les clichés. Ce serait bien aussi, enfin, bon, ça, c'est pas une proposition, mais pourquoi en tout cas, ça vient de me traverser l'esprit, de mettre en avant, justement, des femmes qui réussissent. Des success stories, pourquoi pas, même dans l'histoire du Maroc. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors, effectivement, on en parlait hier avec une sociologue qui disait qu'elle avait énormément de mal à trouver des femmes et des informations sur des femmes qui se sont distinguées dans notre pays. Exactement. Mon point de vue là-dessus, c'est le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme, c'est le florilège des portraits. Et c'est très bien.
ces portraits sont importants. Néanmoins, moi, Après le 8 mars. Alors, il y a la question de après le 8 mars, mais moi, mon avis, c'est que des femmes qui se distinguent, il y en a dans notre pays, mais finalement, pour moi, la femme qui se lève tous les matins, qui travaille ou qui ne travaille pas, ben, son quotidien est une lutte. Et que quelque part, ben, c'est aussi vers toutes ces femmes-là que mon message s'adresse. On est là, évidemment, pour parler de l'intégration et de l'évolution des femmes dans le paysage économique, mais n'oublions pas toutes celles qui font que nos familles tiennent debout, qui se lèvent et qui luttent. Et elles méritent aussi plein de portraits. Certainement. D'ailleurs, on en fait sur Médien TV. S'il y a peut-être un mot là-dessus, sur un point très important, qui est cette fois relatif. Vous savez, moi, je fais ce genre de mission tous les jours. Et je peux vous dire que c'est une lutte, comme vous avez dit, toute femme lutte. C'est une lutte d'avoir une femme représentante d'une entreprise sur ce plateau. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles ont peur de briller plus que les hommes qui pourraient occuper des postes supérieurs ? Pourquoi autant de freins, ne serait-ce que pour communiquer, pour qu'on les voit finalement ? J'ai un petit chiffre pour ça. J'adore les chiffres. Moi aussi. Alors, hier, en regardant un peu les rapports je crois que c'était le Gender Gap Index, mais pour le monde arabe. Oui. Et donc, j'ai trouvé pour le Maroc que 21% du temps des femmes est dédié aux tâches domestiques et à la garde des enfants, contre 4% chez les hommes. Donc, ça explique un peu que les femmes, quand elles ont leur emploi du temps, il est très chargé. Exact. Entre le matin, un emploi du temps classique, on se réveille, habiller les enfants, petit déjeuner, aller le bus ou les emmener, ensuite le travail, courses, retour, peut-être un petit peu de sport parce que bon, voilà, et puis retour à la maison pour encore devoir les enfants, etc. Donc, elles n'ont pas forcément le temps parce qu'il n'y a pas un équilibre de responsabilité au niveau du foyer entre les hommes et les femmes. Oui. Et on revient encore une fois aux mentalités et au biais du genre parce que notre société nous a éduqués et nous a, à ce que la femme, elle doit s'occuper de absolument tout à la maison. Et l'homme, lui, il a le temps d'aller prendre un café et participer. Aussi, sur le volet financier aussi elle l'arrache en fait. Participer au foyer, elle va l'arracher parce que elle veut s'épanouir, elle en a besoin en tant que femme. C'est ça. C'est un choix. Donc, mais elle essaie de faire le compromis. Donc peut-être que tout simplement elles n'ont pas le temps. C'est question de temps en fait aussi. Peut-être. J'ai le sentiment que à mesure que la femme marocaine s'est émancipée et a choisi de travailler ou pas. La société continue d'attendre d'elle ce qu'elle faisait quand elle ne travaillait pas. Exactement de la même manière. Alors que il y a quand même 8 heures par jour qui sont au travail. Donc je me faisais cette réflexion il y a peu qu'on continue de devoir être ce que nous sommes au sein de nos familles pour nos enfants avec cette charge que Siham a très bien expliqué, mais qu'on continue aussi, qu'on doit aussi développer des carrières et des compétences. Et des compétences, et il y en a celles, on peut en citer quelques-unes aussi sur des success stories marocaines, et notamment dans le digital, pour ne citer que, en tout cas des femmes qui aujourd'hui ne brillent pas qu'au Maroc, mais brillent aussi à l'international. Alors même s'il y a des freins et des obstacles, les femmes entrepreneurs sont très persévérantes. Il y a beaucoup de success stories au Maroc qui ont été créées par des femmes. Par exemple, Khawla Tenfiwi, la fondatrice de Bots Factory, elle était étudiante au début, elle a participé à un bootcamp, à un hackathon avec un grand groupe. Elle a eu son bon de commande et aujourd'hui, elle compte plus d'une dizaine de bons de commande. Et aujourd'hui, on l'appelle Madame Chatbot. Elle a révolutionné le monde des chatbots intelligents au Maroc. Il y a aussi Sophia Lelej, la cofondatrice de Sherry, qui est une licorne aujourd'hui au Maroc. Il y a aussi Ways to Cap, qui a été fondé par Niama Bassiouni, qui a été acheté par une grande boîte égyptienne aujourd'hui. Et il y a aussi une autre start-up, c'est oui, ça vous échappe. Vous pouvez revenir à vous.
C'est la start-up d'Abadoc. Oui. D'Abadoc qui compte aujourd'hui plus de 8 millions d'utilisateurs satisfaits. Et qui est dirigée et Par une qui a femme. été fondée par une femme. Par une femme. Par une femme. Razia, si on parlait de success story, la première qui vous vient à l'esprit? Par des femmes, Oui. Sihem. Je le pense. Oui. Évidemment, je le pense. Au sein de We4She, il y a plein de très belles initiatives et en fait de très belles carrières qui ont été, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans nos très grandes entreprises, des directrices et j'aime l'idée de faire partie d'une communauté qui s'implique, qui représente évidemment la femme dirigeante, mais qui s'implique aussi pour que d'autres femmes puissent arriver à ces périmètres-là. Après Moussaouat. Là, Il n'y a pas d'après. Moussaouat continue. continue. C'est vrai, ça ne s'arrête pas à ces Ça capsules. s'arrête En tout cas, en fait- c'est une campagne Moussaouat qui est portée par We4She, Oui. mais qui ne s'arrête pas au 8 mars. Non. Absolument. Ce qu'il Non, faut, certainement pas. ce qu'il c'est faut sûr. savoir, c'est qu'au sein d'éveil de conscience, quand on a commencé à réfléchir à une campagne, Oui. ce qui a été fait par l'équipe Moussaouat et aussi par tous les partenaires, et je tiens à préciser que c'est un mouvement 100% bénévole, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et on voit comment ce sujet les gens autour de nous ont été extrêmement sensibles à l'histoire qu'on a voulu raconter et ils se la sont appropriés. C'est comme ça qu'on arrive à ça. Donc entre l'idée de départ et ce qu'est Moussaouat aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes évidemment très heureuses, éblouies, très fières. On est heureuse de l'impact que ça a déjà et que ça va avoir. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. On a un accueil qui est extrêmement favorable. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que déjà, Moussaouat crée le débat, crée l'échange. Pour vaincre les préjugés, il faut en parler. C'est quand on prend conscience d'un préjugé qu'on arrive à le réduire, à l'atténuer. Donc c'est aussi en parlant, on espère que ça va créer le débat entre amis, dans les familles, aussi beaucoup dans les entreprises, entre collègues. Moi, j'ai parlé à des personnes dans des entreprises qui m'ont dit « Mon entreprise n'est pas encore prête à ce débat-là. Wow. » Oui, ça peut aussi arriver, mais le temps On est du en changement... 2022, quoi. Enfin, Pardon ? on est en 2022, c'est... On est en 2022, certes. Mais voilà, c'est lancer le débat, c'est encourager l'échange, et c'est adopter cet esprit Moussaouat où, évidemment, Moussaouat n'accable personne. Vous verrez dans les capsules que ces personnages, c'est nous toutes et nous tous qui portons envers nous-mêmes femmes, et les hommes les portent aussi, certains préjugés qui nous dépassent, mais dont il est temps de prendre conscience. C'est Amjad, qu'est-ce qui ferait que cette initiative réussira là où d'autres ont échoué? Ce qui fera que ça va réussir, c'est toute l'énergie qu'il y a autour. Vraiment, comme l'a expliqué Radia, c'est beaucoup d'acteurs. On ne s'attendait vraiment pas à cet engouement. On a ouvert des portes. On va dire plutôt taper sur des portes et elles se sont ouvertes spontanément. Parce que c'est un sujet qui plaît et qui n'a jamais été abordé. Jusque-là, il y avait des sujets qui sont très importants. Le harcèlement, etc. Mais on ne s'est jamais occupé du sujet des préjugés En entreprise. envers les femmes dans le monde professionnel. Absolument. Qui constitue le premier frein, à mon sens. Et donc, ce qui fera son succès, c'est la suite. C'est qu'il y aura une suite, forcément, une fois qu'on aura ouvert les esprits sur ces préjugés et qu'on aura tous pris conscience et ouvert le débat pour la prise de conscience, on passera à une autre étape où les entreprises qui vont adhérer à ce mouvement, finalement, vont commencer à adopter un certain nombre d'actions au sein de l'entreprise pour contrecarrer ces préjugés. Et j'espère que ça va aller au-delà des entreprises, peut-être au niveau du Parlement, peut-être au niveau des entreprises publiques, du gouvernement, pourquoi pas. Justement, un dernier mot, ces initiatives pour contrecarrer, ou peut-être une dernière pensée par rapport pour contrecarrer ces préjugés, stéréotypes et clichés.
Moi, je donnerais un conseil aux femmes entrepreneurs. La première étape pour innover et pour créer des startups innovantes, c'est l'empathie. Oui. Et je pense que la femme a plus d'empathie que l'homme. Donc la femme, elle peut innover à n'importe quel âge, peu importe son niveau d'études, elle peut créer de la valeur et elle peut transformer ses idées en des projets innovants. Il faut juste qu'elle croie en elle. En elle, exactement. Un dernier tour de table, Radia Cheikh Helhlou, et puis... J'abonde dans le sens d'Oumaïma, c'est tout à fait vrai. Il faut que la femme croie en elle, croie en ses capacités, ne se conditionne pas dans un rôle prédéfini, c'est très important. J'appelle à ce que nous, femmes, nous continuons à lever nos croyances limitantes. C'est un levier aussi. C'est aussi un levier, exactement. Mais surtout de prendre conscience de ces croyances et d'arriver à les atténuer. C'est Amjad, et justement, vous êtes membre de la commission Éveil des consciences. Un dernier mot, un dernier message pour les jeunes femmes et entrepreneurs d'ailleurs, ou qui font partie d'entreprises Ou pour marocaines. tous, tout simplement. Pour tous. Là, nous, c'est-à-dire on milite pour que la femme puisse être représentée à tous les niveaux de l'entreprise. Et pour cela, une des choses sur lesquelles on doit tous travailler en tant que société, c'est que le mode de management, et Oumaïma l'a dit, la femme doit être dans l'empathie. Le mode de management nouveau implique le côté masculin et féminin de chacun de nous. On a tendance à croire que les bons dirigeants sont ceux qui sont des boss type homme, Oui. type masculin, alors qu'il y a des hommes qui ont un côté féminin qui est très développé. Je ne dis pas... c'est-à-dire le côté féminin dans le sens du management, Oui. de l'empathie, ils sont dans l'écoute, ils sont dans la compassion, etc. Et il faut un équilibre entre les deux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. On ne cherche pas à transformer les femmes en hommes pour qu'elles puissent être intégrées dans l'entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise, mais qu'elles puissent revendiquer ce côté féminin qu'elles ont en elles pour être de bonnes dirigeantes. Merci beaucoup, Siam Jad, Radia Cheikh Helhlou, Oumaïma Aboulfath. Merci d'avoir enrichi cette belle discussion au féminin aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.